Madame, Monsieur, bonsoir. À l'approche de la présidentielle, le débat d'idées s'intensifie. Les visions s'affirment et les projets de société se confrontent. Ce soir, nous vous proposons un face-à-face essentiel, justement, un duel démocratique entre deux sensibilités politiques, deux lectures du présent, mais surtout deux ambitions pour l'avenir pour notre pays. Le duel de la présidentielle, deux projets, deux visions, un pays, c'est le thème de notre débat. Sur ce plateau, deux acteurs politiques engagés venus défendre les couleurs et les propositions de leur camp respectif. Fred Huenou, membre du parti Force Cori pour un Bénin émergent représentant l'opposition. Fred Huenou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. En honneur. face de lui, pour débattre ce soir, Jacques Richard Kodjo, il est membre du parti UP Le Renouveau, représentant la mouvance présidentielle. Jacques Richard Kodjo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Avec eux, nous allons explorer les grandes orientations de leurs candidats, confronter leurs idées sur les priorités nationales et tenter de mieux comprendre, bien entendu, ce que chaque projet propose concrètement aux citoyens. Ça va être un débat sans détour, dans le respect des opinions, mais avec l'exigence de vérité et de clarté. Nos deux invités seront interrogés dans 4 secteurs différents, notamment dans le domaine politique, ensuite le social, l'éducation et l'économie. Franck, je voudrais avant tout dire merci à nos invités pour avoir accepté notre invitation, parce qu'il faut l'avouer, sur la dizaine d'acteurs politiques sollicités, ils sont les deux, justement, à nous avoir donné leur disponibilité pour être avec nous ce soir. Bien sûr. Merci, chers invités. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, des électeurs, des observateurs de la vie politique. Merci de nous rejoindre. Le temps des politesses écoutées est révolu, chers invités. Les citoyens attendent des réponses claires et précises, pas des slogans. Derrière vos discours, il y a deux mondes qui s'affrontent et ce soir, nous allons voir lequel des deux résiste à l'épreuve des faits. Alors, on commence. Qui se jette à l'eau? Alors, vous aurez d'abord 5 minutes pour nous donner les nouvelles de vos candidats sur le terrain. Comment ça se passe, la campagne électorale? Depuis un moment, vous sillonnez nos communes, nos arrondissements, nos localités pour vendre vos visions, vos projets. On va commencer par Fred Huenou. De notre côté, notre duo candidat s'affaire. Nous allons vers les populations avec le président Paul Pompey et son colistier Roch Wanou. Il y a de l'enthousiasme. Nos compatriotes veulent entendre notre son de cloche. Ces 10 dernières années, ils ont été habitués à entendre seulement une voix unique. Aujourd'hui, ils espèrent, ils sont contents, ils veulent écouter nos propositions, ils écoutent nos candidats. Nous portons l'alternance, nous portons le changement, nous allons vers eux. Ils se rassemblent, ils se mobilisent, ils veulent savoir. Aujourd'hui, je pense que nos compatriotes veulent connaître les grandes orientations pour notre pays, pour les 7 prochaines années à venir. Ils veulent la clarté des idées, la clarté des opinions, ce que nous n'hésitons pas à travers notre duo à partager avec eux. Nous avons commencé dans le Mono, à Huawei. Nous avons fait toutes les communes de Mono. Ensuite, nous sommes descendus dans l'Atlantique pour effectuer les communes de l'Atlantique, le littoral, le Mé, le plateau. Hier, nous avons terminé au niveau des collines, prêt à remonter aujourd'hui dans le nord à travers le Borgou, où nous allons faire les 4 autres départements, le Borgou, la Libouri, la Takora, la Donga, redescendre dans le Koufo et pour venir boucler par un grand meeting à Cotonou. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est dans la joie, c'est dans la ferveur populaire. Ça nous manquait, cette ferveur d'aller au contact des Béninois, d'échanger avec eux. Je crois que c'est une chance pour nous et pour notre pays que l'opposition soit présente dans cette compétition. Jacques Richard Kodjo. Je voudrais commencer par dire merci à Canal 3 et à tous les acteurs que vous êtes pour cette envie de clarifier ces débats-là pour nos populations. Parce que nos concitoyens ont besoin de comprendre et ont besoin de savoir ce qui se passe. Et le temps des politesses n'est pas révolu. Je voudrais quand même faire les politesses à mon vis-à-vis, M. Huenou, que je connais depuis belle lurette et que j'admets parce que c'est l'un de ceux qui ont quand même du contenu
Et je trouve que vous avez bien fait de l'appeler parce qu'il a du contenu. C'est quelqu'un qui a de la logique. C'est quelqu'un qui suit les choses. Il ne vous aura pas échappé que Fred Kouenou était candidat à la candidature chez nous avant de se rabattre de l'autre côté. Mais il avait des idées qu'il a défendues clairement et tout. C'est dire que nous sommes dans un contexte très agréable, dans un contexte électoral convivial. Et c'est dans ce cadre que le candidat Romiad Wadaï et le duo avec Madame Talata, nous avons lancé notre campagne à Kandi. Vous avez suivi. Nous avons commencé par le nord, par Kandi, la grande ville de Kandi. Ça a été un moment épris de beaucoup d'émotions parce que nos compatriotes du nord ont eu la joie de toucher les candidats de près. Ça a été un moment convivial, un moment de fête, avec une communion avec nos frères et sœurs de cette partie de notre pays, parce que beaucoup de choses se passent à la côte et qui n'arrivent pas là-bas. Il était quand même essentiel que nous allions commencer là-bas pour leur dire que c'est grâce à eux que nous allons poursuivre la marche et gagner. Donc, nous avons commencé là-bas, nous sommes descendus progressivement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le plateau et l'Ouémé. Et dès la semaine prochaine, on sera dans l'Atlantique, le Mono et le Koufo. Et on va clôturer naturellement à Cotonou, comme cela se fait de coutume. Les candidats, alors chez nous, les citoyens auront remarqué qu'après 2 ou 3 meetings dans le Nord, le duo s'est séparé. Le duo s'est séparé parce que il était pour nous impossible que le duo parcourt ensemble les 77 communes. En 2 semaines, humainement, ce n'était pas réalisable. Donc, le duo s'est séparé. Et donc, les populations qui ne reçoivent que Madame Talata, il ne faut pas qu'elle soit déçue parce que simplement, Madame Talata a un parcours à faire. Les populations qui ne reçoivent que le candidat Wadaï, il ne faut pas qu'elles soient déçues. C'est simplement parce qu'on ne pouvait pas les mettre à 2 sur les 77 communes. Or, il fallait bien que nous parcourions les 77 communes par respect pour nos concitoyens qui sont dans chaque commune et pour l'envie que nous avons d'aller quérir leur voix. Et donc, nos candidats se sont séparés. Ils vont se réunir bientôt pour que la campagne puisse s'achever en beauté. C'est éprouvant, c'est une belle ambiance, c'est une belle organisation, c'est une grosse machine à déplacer parce que chaque population, chaque citoyen veut avoir pour lui le candidat et son colistier. Il y a des observations, les gens commencent à chronométrer le temps que le candidat fait chez eux. Il y en a qui ne sont pas très contents parce qu'il n'est pas resté trop longtemps et tout. C'est humain, on ne pourra pas faire une journée dans chaque commune. On en a 77. Et nous demandons l'indulgence et la clémence. Mais comme nous savons que nous aurons leur vote et que nous serons au pouvoir, nous aurons le temps de revenir. Vous avez d'ailleurs vu notre candidat promettre à une dame qu'il reviendrait dans 1 an. La dame ne croyait pas. La dame lui a dit non, vous n'allez pas revenir. Et il a parié avec la dame. Il lui a dit je reviens dans 1 an. Donc c'est dire que nous sommes toujours avec vous, chers concitoyens, et nous allons faire avec vous. D'accord. Alors, Eric l'a dit tout à l'heure, les morceaux choisis pour cette émission, la politique, le social, l'éducation et l'économie. Nous allons ouvrir par la politique. Je reste avec Dr Richard Jacques Kodjon pour lui demander la gestion des affaires publiques est souvent critiquée, disons, pour son manque de transparence. Il ne vous aura pas échappé que lorsque nous prenons la gouvernance de chaque président, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Au-delà des promesses, quelles mesures concrètes et immédiates
prendra en tout cas le président, si votre candidat était élu, si votre duo était élu, pour que chaque franc CFA investi par l'État soit traçable par le citoyen lambda? Je pense qu'effectivement, c'est une question fondamentale pour nos populations. Parce que la transparence dans les affaires publiques, c'est une question qui tient à cœur à chaque Béninois. C'est normal. Chacun de nous y contribue en payant ses impôts. Mais je pense que nous tablons. D'ailleurs, notre ambition, c'est plus loin ensemble. Plus loin, pourquoi? Parce que nous avons fait un cheminement déjà, que nous assumons ces 10 dernières années. Et vous l'aurez compris, vous avez constaté que ces 10 dernières années, la transparence dans la gestion des affaires publiques a été le leitmotiv. Il y a eu un chantier énorme qui a été engagé sur ce terrain-là. Et je pense qu'il ne sera pas inutile de rappeler ici quelques hauts faits dans ce domaine. Des gens qui étaient du côté du pouvoir, mais qu'on n'a pas eu du mal à interpeller sur telle ou telle façon de gérer les deniers publics. Ce travail a commencé avec le candidat d'aujourd'hui qui tenait la corde de la bourse et qui travaillait activement à cela. La chance que nous avons, c'est que pour les 7 prochaines années au Bénin, nous aurons à la tête de notre pays quelqu'un qui sait par où il faut prendre pour assainir les finances publiques. Je pense que c'est une chance inouïe que nous avons et que nos populations devraient comprendre cela. Il sait par où il faut fermer, là où il faut régler ceci ou cela. On va fatiguer les téléspectateurs avec des sigles, le SIGFP, le SIGFIB, et tous ces systèmes, le CEMO, tous ces systèmes qui ont été mis en place pour assainir les finances publiques. Je prends juste un exemple, l'exemple du CEMO. Le CEMO a fait gagner en 10 ans plusieurs dizaines de milliards à l'État béninois. Et le domaine des voyages, alors les voyages aujourd'hui, les voyages d'État, c'est des dizaines de millions que nous avons fait gagner à l'État béninois. C'est d'ailleurs ce qui explique les investissements massifs que nous voyons dans les projets et dans les projets communautaires qui améliorent la vie de chaque citoyen. La chance que nous avons, c'est que nous avons quelqu'un qui a été au cœur de ce système de transformation, quelqu'un qui a travaillé à rendre ce système transparent. Il sait par où passer, il sait par où serrer la vis pour que cela puisse évoluer. Le simple exemple que je vous donne, c'est que nous avons eu le CEMO 1 et là nous sommes à l'ère du CEMO 2. L'ère du CEMO 2 qui est encore plus complexe que le CEMO 1. On a estimé que le CEMO 1 nous a fait gagner de l'argent, mais il y avait encore quelques déperditions. Et on est passé maintenant à l'étape du CEMO 2. Le CEMO, pour nos téléspectateurs, c'est le système électronique de gestion des missions officielles. C'est le système dans lequel vous allez introduire votre ordre de mission et c'est le système qui vous paye vos frais de mission. Vous savez que dans notre pays, on a eu même des gens des organisations de la société civile qui, en une année, avaient 450 jours de mission. Alors que l'année comporte 365 jours, eux, ils avaient 450 jours de frais de mission. Ça, c'est des choses que le CEMO 1 a réglées. Mais maintenant, le CEMO 1 va plus loin encore parce que, vous savez, les hommes trouvent toujours des failles. Et tout ce système, c'est organisé par celui qui sera demain aux commandes. Nous avons la certitude et nous demandons aux populations de bien vouloir lui faire confiance. Ces choses-là vont s'affiner pour le bonheur de nous tous. Car lorsque nous avons promis une amélioration dans le domaine de la santé et autres, il nous faut des ressources pour y aller. Merci. Et c'est en faisant des économies sur ces choses-là que nous y arriverons. Kodjon. 3 minutes pour donner la réponse à cette première question. Je vous la fais exactement. La gestion des affaires publiques est souvent critiquée pour son manque de transparence. Au-delà des promesses, quelles mesures concrètes et immédiates prendront en tout cas vos duos, vos candidats, une fois élus, pour que chaque franc investi par l'État soit quand même traçable par le citoyen lambda? D'abord, précisons que ce qui justifie la présence de notre duo dans cette compétition électorale, c'est un diagnostic lucide de notre situation après 10 années de gouvernance.
notre candidat, le président Paul Pompey et son colistier, Roch Ouanou, sont arrivés à la conclusion que le Bénin peut mieux faire, que le Bénin doit mieux faire et que le Bénin devrait faire mieux pour le bonheur de nos concitoyens. La première mesure est très simple parce que nous avons remarqué que ces 10 dernières années, la transparence dans la gestion de la chose publique, des fonds publics n'a pas été, disons, le secteur le plus accessible au cours de la gouvernance actuelle. Et on a noté une certaine opacité dans la gestion des ressources de l'État. La première, c'est que désormais, vous savez que le gouvernement a fait passer une loi à l'Assemblée nationale qui a été votée et qui estime que le gouvernement peut aller chercher le financement directement, quitte à informer l'Assemblée nationale 90 jours après. Or, dans la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui consent l'impôt, donc qui consent la ratification des accords de prêt. Aujourd'hui, l'une des premières mesures que prendra notre candidat, quand il sera élu, c'est de renoncer à cette loi, de revenir à l'ancienne loi pour permettre que l'Assemblée nationale puisse consentir l'impôt et puisse consentir la ratification des accords de prêt, de manière à s'assurer une transparence. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous avons les représentants du peuple béninois, de manière à savoir à quoi sont destinés réellement les fonds, comment les fonds sont-ils envoyés dans notre pays, comment se font les accords de prêt. C'est la première chose. La seconde, vous savez, mon vis-à-vis parlait tout à l'heure de la transparence de celui qui est aujourd'hui candidat, mais nous ne connaissons pas jusqu'à ce jour quel est le salaire de nos ministres, à commencer par le premier qui est le ministre d'État, c'est-à-dire de l'économie et des finances. Personne ne connaît qu'est-ce qu'il gagne. On ne connaît pas le salaire du président de la République. Même la Cour constitutionnelle a demandé et n'a pu l'obtenir au bout de 10 années. Donc, il y aura une démarcation de notre pouvoir, de notre régime sur la gestion des finances publiques. Nous nous félicitons souvent. Nous disons que nous avons, il vient de le dire, qu'on a un candidat, celui de la mouvance, un super ministre des Finances, qui sait comment visser, comment ouvrir et comment faire entrer de l'argent dans le pays. D'accord, nous entendons que des milliards entrent dans notre pays. La dernière fois, nous nous sommes félicités d'avoir levé 500 millions de dollars sur le marché du soukouk, sans qu'on nous ait dit, parce que nous savons que le soukouk, c'est qu'il faut mettre en hypothèque des actifs de l'État. Quels sont les actifs qui ont été mis en hypothèque? Personne ne sait. Qu'est-ce qu'on a hypothéqué? Qu'est-ce qu'on a confié aux partenaires sur la période de 10 ans ou de 20 ans pour avoir ces ressources? Personne ne sait. Donc il n'y a pas de transparence. On a confié des actifs réalisés à la sueur de nos compatriotes. Donc la première des mesures, c'est la transparence dans la gestion des fonds publics. Nous allons changer cela. D'accord. Oui, à chaud, parce qu'il y a plusieurs interrogations soulevées par M. Ouanou. Oui, bien sûr. Il a parlé par exemple de l'opacité autour des salaires politiques. J'ai entendu le candidat lors de la présentation du projet de société le dit. Il a répété ici, transparence, il n'y en aurait pas dans votre camp. Allez, qu'est-ce que vous Oui, je pense que M. Ouanou est juste dans son rôle de campagne électorale, parce que nous traiter d'opacité dans la gestion, je pense que c'est un peu fort quand même. Parce que simplement, je voudrais rappeler que M. Ouanou a été pendant près de 8 ans chargé de mission d'un chef d'État ou je ne sais pas, chargé de mission d'un président de la République au Bénin. Et je voudrais lui demander simplement de comparer la gestion de celui qui l'a servi avec la gestion de celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Et je pense que lui-même, il reconnaîtra qu'on a eu quand même de gros efforts d'assainissement. Nous ne disons pas que tout est parfait, bien entendu. Mais lorsqu'il évoque, par exemple, les garanties hypothécaires que le Bénin a données pour le soukouk dans la finance islamique, ces choses-là ne sont pas cachées en réalité. C'est des choses qui sont disponibles et quand vous allez demander, on va vous donner tout ce qu'il faut. Parce que nous avons, oui bien entendu, nous avons, vous savez, ce que j'ai bien envie de vous dire, c'est que notre pays continue de payer un loyer. Mais bien sûr, bien sûr, vous ne me pas la parole,
Monsieur Fad, vous n'avez pas la parole, vous avez le temps de prononcer. On va laisser... L'idée, c'est que c'est un service public qui s'en occupe. Et au sein de ce service public, nous n'avons pas la garantie de n'avoir que des gens de la mouvance. Parce que moi-même, étant travailleur de l'État, je sais que dans nos rangs, il y a beaucoup de gens qui sont de votre camp, qui sont de l'opposition. Et donc, ces gens-là ont l'information. Alors, il se fait simplement que il y a une certaine discrétion dans certaines informations étatiques et on maintient pendant un certain temps avant de finaliser. L'idée, c'est que le soukouk auquel vous faites allusion n'a pas encore été complètement finalisé. Nous avons obtenu l'accord, mais nous sommes en train de continuer les échanges en ce moment. Vous savez, non, ces choses-là, quand on vous l'a annoncé, parfois, il faut plusieurs semaines pour que les fonds vous soient transférés. C'est un peu comme votre banque. Quand votre banque vous donne son accord pour vous faire un prêt, après il y a des formalités qu'il faut remplir pour voir l'argent sur votre compte. Et ces formalités-là, pendant qu'on est en train de les remplir, il n'est pas intéressant de faire de la publicité autour. Les salaires des ministres, du chef de l'État et autres, nous avons un décret qui fixe les salaires des ministres et qui fixe le salaire du chef de l'État. Si vous n'avez pas pu avoir accès à ce décret, demandez, on va vous le donner. Il n'y a aucun souci. Et je vais vous dire... Non, attendez. Est-ce que vous pouvez imaginer... Non, attendez. Je vais vous donner un indicateur simplement. Votre candidat, M. Paul Rompé, a été le chef de file de l'opposition. Et dans la loi, on a dit que le chef de file de l'opposition reçoit le même traitement que les ministres. Et M. Paul Rompé a reçu ce traitement-là. Et donc ce traitement lui a été accordé en suivant un décret qui fixe la rémunération des ministres. Et je pense que, venant de votre part, je suis un peu surpris parce que lui, M. Paul Rompé, sait comment il a été traité en tant que chef de file de l'opposition. Et donc il a été traité au même rang que les ministres, avec véhicules et tout ce qu'il faut, avec le personnel d'appui. Il l'a reçu en tant que chef de file de l'opposition parce que la loi a demandé qu'il faut le traiter comme un ministre. Ce qui a été fait. Ensuite, quand on me... alors là, il y a une situation grave. Et je comprends que M. Kono soit nostalgique d'un passé récent. Mais à l'époque, quand on demandait à l'Assemblée nationale de ratifier les prêts, vous saviez ce qui se passait? Non, expliquez-moi. Mais c'est des valises d'argent qui quittaient la présidence pour aller demander aux députés de ratifier. Sur des sommes qu'on n'a même pas encore reçues, il fallait graisser les pattes aux députés à l'Assemblée nationale. C'est connu. C'est pour ça que nous avons eu après... Mais c'était la pratique. Donc c'était pour et vous savez que celui que vous avez servi pendant 10 ans, celui que vous avez servi, celui que vous avez servi pendant 10 ans, oui, allez, monsieur Kono, celui que vous avez servi pendant 10 ans, nous allons laisser monsieur Kono finir très vite. Celui que vous avez servi, monsieur Kono, pendant 10 ans, pour ne pas le nommer, le président Yahya Boni, mais il a déploré ça pendant toute sa gouvernance. Il était choqué qu'on puisse demander un prêt et que pour que les députés votent à l'Assemblée, qu'ils soient obligés de leur distribuer de l'argent. Ça, c'est des choses qui sont connues dans notre pays. Et ça, c'est l'une des choses qu'on a voulu régler en changeant la loi. Parce qu'on s'est dit, mais les députés, ils utilisent leur pouvoir de vote comme un pouvoir marchand. Or, sur tel et tel projet, on a besoin de l'argent. On obtient, on leur dit ratifier. Mais le président Yahya Boni s'est plaint de ça pendant 10 ans. Il était choqué de distribuer de l'argent pour qu'on puisse ratifier des prêts. Il était nécessaire pour la transparence des choses, pour que les choses se passent proprement, qu'on change cette loi pour que les députés, et a posteriori, les députés ont la capacité de mener des enquêtes sur ce qui a été prêté et sur la façon dont cela a été géré.
Les commissions d'enquête à l'Assemblée, c'est un pouvoir qui est donné aux députés pour contrôler l'action gouvernementale et faire des recommandations. On vous aura fait avancer le débat. Justement, Monsieur Fred Renaud vous a lancé des flèches, vous avez le temps de votre réponse. Cependant, ce n'est pas l'objectif de cette émission. Nous sommes là pour écouter vos propositions justement sur l'ensemble de ces secteurs-là. Mettez le temps à profit pour vraiment nous parler de vos propositions. On va rester avec Jacques-Richard Kojor. On parle de gouvernance, on parle d'éthique. En matière de lutte contre la corruption, qu'est-ce que votre candidat propose? En matière de lutte contre la corruption, il y a une mesure phare que mon candidat propose. Et c'est une mesure transversale dans les piliers. Vous savez, notre projet de société est sur 3 piliers, mais nous avons un pilier transversal, c'est la technologie, c'est la numérisation, c'est la digitalisation. Le premier facteur de lutte contre la corruption, c'est de mettre une distance entre l'argent et l'homme. Il faut mettre une distance entre l'argent et l'homme. Et vous avez compris que ces 10 dernières années, nous avons fait des progrès fulgurants au point que aujourd'hui nos dépenses, nos recettes fiscales soient venues au même niveau que les recettes douanières. On n'avait jamais vu ça dans notre pays. Et lorsqu'il y a 10 ans, si quelqu'un se hasardait à nous dire que les recettes fiscales allaient égaler les recettes douanières, on l'aurait ridiculisé. Mais aujourd'hui, les recettes fiscales ont atteint et même dépassé parfois les recettes douanières. C'est vous dire que nous avons une fiscalité interne à rassembler, mais tout cela a été possible grâce à quoi? Grâce à la digitalisation et à la numérisation. Et donc, le candidat Romuald Wardani insiste sur des technologies innovantes dans tous les domaines. Parce que bientôt, vous avez annoncé que nous parlerions d'économie, mais nous avons misé sur des technologies innovantes dans tous les domaines. Et donc, dans le domaine également de l'assainissement ou de la transparence, et nous avons misé sur ce domaine technologique pour pouvoir... Oui, mais la machine ne remplace pas, disons, l'intégrité. Quel est le mécanisme mis en place pour optimiser davantage? L'objectif, ce n'est pas de rester de façon stagnante à ces exploits-là. Il faut aller plus loin. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à sanctionner encore plus durement vos alliés qui se retrouvent à des postes de responsabilité? Nous n'avons plus besoin de le prouver. Aujourd'hui, ceux qui ont le plus peur quand on les met à la tête de structures étatiques, c'est les gens qui sont dans nos camps. C'est nos camarades politiques qui ont le plus peur. Parce que d'ailleurs, on a même l'impression que lorsque nous sommes fichés politiquement, on nous traite encore plus durement. Donc, on n'a plus besoin de le prouver aujourd'hui. Sanctionner, oui. Mais aujourd'hui, le candidat Romuald Wardani, il va plus loin. Nous allons parler tout à l'heure de l'éducation. Et donc, dans l'éducation, parce qu'on a envie de changer les paradigmes d'éducation. Dans l'éducation, nous sanctionnons déjà, mais nous voulons créer également des hommes nouveaux, des hommes intègres. Parce que quand on n'aura pas agi sur l'éducation, sur la formation, de façon à ce que nos enfants soient plus intègres que nous risquons toujours de parler de problèmes de mauvaise transparence et tout. Donc, le candidat, quand nous y arriverons, on vous montrera comment le candidat propose que le système éducatif soit calibré de façon à ce que nous ayons un citoyen béninois nouveau. Quelles sont les solutions que propose votre duo de candidats pour mettre fin à la corruption dans la première solution dans le cadre de la lutte contre la corruption, avant la dématérialisation, c'est d'abord la transparence. La transparence au sommet de l'État, la transparence au niveau des dirigeants, parce que si vous ne donnez pas le bon exemple, vous ne pouvez pas sanctionner. J'ai cru comprendre tout à l'heure, dans l'intervention de mon vis-à-vis, on a jeté le tort, par exemple, sur les députés à l'Assemblée nationale. On en parlait de mallettes d'argent qui circulaient pour voter des lois. Et donc, pour régler ce problème, on a pensé qu'il fallait, par exemple, une assemblée monocolore. C'est-à-dire, une fois de plus, on veut faire baisser la fièvre en cassant les thermomètres.
Ensuite, j'entends dans son développement C'est que nous avons... Non, Non, proposition. oui, oui. Si sur Non, vos propositions. Nous n'avons pas je le ne- temps en 90 minutes. Monsieur le journaliste, si vous m'avez invité, Oui. c'est que vous voulez que je m'exprime pour que nos concitoyens comprennent. Mais il Si faut, vous ne me laissez également pas, qu'on évolue. oui, mais si vous ne me laissez pas faire mes analyses pour aboutir aux propositions, ça voudra vous dire que vous ne voudrez pas que ce débat soit sincère. du Non, ce n'est Bon, pas ça alors, notre donc objectif. laissez-moi analyser les propos de mon vis-à-vis parce que nos concitoyens ont besoin de comprendre, ou mieux se déterminer. Tout à l'heure, il parlait, dans le cadre de la lutte contre la corruption, de l'égalité des recettes fiscales par rapport aux recettes douanières. Cela sous-entend qu'avant, que la douane ne fonctionnait pas bien, maintenant que la douane fonctionne correctement bien. Mais pour lutter contre la corruption aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons tous les instruments pour lutter contre la corruption. D'abord, nous avons la Cour des comptes. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la transparence au niveau de l'État. Il faut que l'État soit celui qui donne les exemples. Si le problème de dématérialisation existe, mais ce n'est pas sévir pour sévir. Lorsque nos concitoyens ont l'impression qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures, lorsque nos concitoyens ont l'impression qu'il n'y a pas de la transparence au sommet de l'État, ils sont toujours tentés de se servir. C'est ça en fait le principe. Donc ce que notre candidat propose, c'est une gouvernance par l'exemple. Une gouvernance de transparence par l'exemple. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par vous parler des accords de ratification, que j'ai commencé par vous parler des salaires politiques, que j'ai commencé par vous parler d'une gestion budgétaire crédible et transparente qui soit vérifiable de tout le monde. Il ne s'agit pas de décrets qui seraient cachés ou opaques. Les décrets et les arrêtés sont des instruments de gouvernance qui doivent être rendus publics pour que chacun sache en réalité, nos dirigeants ne sont pas au-dessus de nos concitoyens. La transparence commence par le sommet, parce que le poisson pourrit par le sommet. Voilà pourquoi notre gouvernance, la lutte contre la transparence passera par une gouvernance d'exemple. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, du moins, passera par une gouvernance d'exemple, une gouvernance de transparence. Merci. Avec la gouvernance de Patrice Talon, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place, notamment la CRIET par exemple. Alors si votre duo arrive à la tête de notre pays, vous pensez le conserver ou pas? Écoutez, la CRIET, c'est un instrument au service du peuple béninois pour lutter contre nos dérives les plus sombres. Nous sommes conscients de ce que son existence est utile. Ce que nous reprochons à la CRIET, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. C'est quand il devient un instrument politique aux mains de gouvernants pour resserrer les taux sur des opposants ou bien sur des adversaires qui ne disent pas la même chose qu'eux. Nous ne venons pas pour déconstruire ce qui a été fait. Nous allons le conserver, mais avec un nouvel esprit, avec un nouvel état d'esprit, avec une nouvelle orientation, avec une démarcation entre l'exécutif et le judiciaire. Nous laisserons la possibilité à nos juridictions de travailler en toute transparence et de ne pas nous immiscer parce que nous en avons fait les frais. Lorsqu'il y a une trop grande judiciarisation de la vie publique, on constate que nos concitoyens n'ont plus confiance en nos institutions. Et c'est de ça dont le Bénin a souffert ces 10 dernières années. On vous aura compris. Jacques Richard Kodjo, on va au niveau de l'administration à présent et ses performances. Souvent, elle est jugée de trop lourde, de trop politisée. Alors, comment comptez-vous agir justement pour que l'administration publique soit davantage plus souple, plus efficace et plus performante? Merci. Je pense que c'est un aspect fondamental de notre programme. Et une fois encore, je vais vous retourner à notre secteur transversal. Vous savez, quand nous parlerons tout à l'heure d'économie, nous serons bien obligés de parler d'agriculture, de parler d'artisanat, tout ça qui contribue à l'économie. C'est également le même exemple. Ces 10 dernières années, on a fait un bon bout de chemin pour faire en sorte que l'administration publique soit plus alerte. Il y a plein de mesures qui ont été prises pour que l'administration publique soit plus alerte. Et moi qui suis dans l'administration, j'ai vu mon travail changer complètement. Aujourd'hui, vous avez une administration qui ne traîne plus des parapheurs. Nous avons un système de gestion électronique des courriers. Aujourd'hui, nous ne traînons plus les courriers de bureau en bureau.
quand vous venez déposer votre courrier, c'est seulement à l'arrivée qu'on reçoit le papier, mais après, il n'y a plus de papier qui circule. Aujourd'hui, nous avons, l'administration publique a dématérialisé plusieurs secteurs, c'est-à-dire, pour ce que je connais le mieux, aujourd'hui, vous avez votre casier judiciaire en étant chez vous, tranquillement. Vous avez votre acte de naissance en étant chez vous, acte de mariage, acte de décès. C'est ça qui contribue à la performance de l'administration publique. Ce que nous avons. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur un chantier. Je rappelle que chez nous, c'est plus loin ensemble. Donc vous allez intensifier. Plus loin. Et c'est la technologie, les innovations. Il y a tellement d'innovations qui sont en cours et que nous allons intensifier. Quand nous allons arriver, par exemple, au niveau de l'éducation, mon candidat propose, par exemple, un fonds de l'innovation. C'est pour permettre de développer des solutions technologiques à tous les problèmes, à toutes les situations que nous avons, afin que notre administration soit plus alerte et soit moins lourde. Pour que l'administration soit plus alerte et moins lourde, il faut que l'administration soit au diapason de la technologie aujourd'hui. Et que les hommes, la main de l'homme, puisse reculer un peu pour que nous puissions aller de l'avant. Les solutions pour renforcer les performances de l'administration, M. Kouinou. Nous voulons une administration qui puisse accompagner le développement. Et le projet que nous portons repose essentiellement sur une administration efficace et efficiente. Nous allons mettre l'accent sur la gestion humaine au niveau de notre administration. Si nous reconnaissons qu'il y a eu des progrès, mais ces progrès, ce sont des hommes et des femmes qui assurent ces progrès. Il doit y avoir une gestion des carrières plus efficiente aujourd'hui au niveau de l'administration, une plus grande motivation pour ces hommes et ces femmes qui animent nos administrations et qui, ces dernières années, ont eu le sentiment qu'ils ont été laissés pour compte. Les carrières n'ont pas évolué, les carrières n'ont pas décollé. Il faut plus de motivation. Il faut maintenant ensuite un contrat de performance entre l'État et notre administration. Mais lorsque vous parlez de carrière n'ont pas évolué, est-ce que vous avez des exemples de corps professionnels à nous donner? Et les salaires ont été Entrez. Une augmentation succincte de salaire n'a rien à voir avec l'évolution des carrières. Il y a des agents dans l'administration béninoise qui ont été bloqués depuis au même niveau, qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas avancé. On refuse aujourd'hui des formations dans l'administration béninoise. Mais promenez votre micro, et à moins que les gens aient peur de parler à visage découvert, ils vous diraient, notre constat repose sur le fait qu'il faut apporter les vraies solutions aux vrais problèmes. Donc oui, les performances de l'administration qui profitent à nos concitoyens, mais ce sont des hommes et des femmes qui sont dans cette administration. Nous allons faire avancer les carrières. Nous allons agir de telle sorte que chacun se sente plus motivé dans ce qu'il fait au service de nos concitoyens. Bref, nous voulons pour notre pays une administration du 21e siècle, une administration de développement. D'accord. Allez, nous allons évoluer dans ce débat. Allez, sur le plan politique, vous savez que le système partisan a fait beaucoup de débats. Le système partisan a été critiqué, ça a été défendu, ainsi de suite. Et l'un des défenseurs d'ailleurs du système partisan qui nous aurait permis d'évoluer et d'assainir le paysage politique de notre pays, ce sont les ambassadeurs de la mouvance, vous, Jacques Kodior. Le système partisan, qu'est-ce que cela nous a apporté dans notre paysage politique au Bénin ces dernières années? Je voudrais avant ça faire une petite motion parce que l'évolution de ce débat me pose un léger souci. Je voudrais proposer que lorsque M. Kouinou, lorsqu'il fait parfois certaines affirmations qui ne sont pas justes, que je puisse avoir l'occasion de les relever, parce que quand il parle de manque de motivation et autres dans l'administration, je suis un Alors, on peut vous accorder, Monsieur Kodior, on peut vous accorder cette doléance, seulement vous allez le faire en quelques minutes seulement. Non, juste en quelques secondes. D'accord, allez-y. En quelques secondes. Je vais chronométrer. Oui, je voudrais juste... Non, alors, d'abord, je voudrais vous rappeler que ça n'est pas une injustice, parce que c'est le constat qu'il fait. Tout comme vous aussi, vous faites vos constats de ce qui a été fait
avant de faire vos propositions. Bien Voilà, entendu. donc voilà, c'est de bonne guerre. Et quand c'est des Maintenant, constats erronés. Alors, c'est vous qui le dites. Voilà, Oui. donc, allez-y. Ouais, je voudrais éclairer ça à l'antenne, simplement. Non, c'est pour Allez-y. vous dire que nous, dans notre position, ce n'est pas qu'on est en train de favoriser un camp au détriment D'accord, de je l'autre comprends. camp. Voilà, il a Ok. fait son constat, Oui. il fait des propositions. Tout comme vous Mais- aussi, vous avez fait le constat de ce que l'administration est performante aujourd'hui et vous voulez aller plus loin. Oui. Voilà, il ne vous a pas remis en Ben, cause. oui, sauf Donc, qu'il a dit allons-y. que l'administration s'est alourdie ces 10 dernières années. Alors, moi, je ne sais pas quels sont les indicateurs qu'il utilise. Je voudrais simplement dire et à noter à vos téléspectateurs que moi, je suis un administratif pur. Je suis agent de l'État depuis plus de 20 ans. J'ai jamais vu une administration aussi performante. Alors, j'ai travaillé sous le président Kérékou, j'ai travaillé sous le président Yahibouni, je travaille aujourd'hui sous le président Talon et demain je travaillerai sous le président Wadaï, c'est sous le président Patrice Talon que j'ai vu l'administration la plus performante. Et moi, avec mes 20 ans de carrière, je suis capable de faire la comparaison. Parce que j'ai vu des choses terribles que j'ai vu sous la gouvernance du président Yahi. Si ces choses-là se poursuivaient, je pense que tous les agents de l'État seraient dans un état déplorable aujourd'hui. Donc, la question qui m'est posée, Il n'a pas fini. la question qui, je réponds à la question Oui, qui voilà, m'est posée, voilà, exactement. les réformes du système partisan. Et je voudrais dire que c'est grâce aux réformes du système partisan, Monsieur Aounou, c'est grâce aux réformes du système partisan que nous vivons aujourd'hui une campagne électorale agréable. Vous voyez dans quelle ambiance je suis là avec monsieur Renaud Fred, c'est une ambiance conviviale. Et vous regardez sur le terrain la liesse des populations, la convivialité qui existe. On n'a pas encore eu la chance cette année que 2 caravanes de nos candidats se croisent. Ça aurait été une liesse populaire. C'est le fruit de la réforme du système partisan. Nous étions dans un système partisan qui ne nous permettait pas d'avancer et d'avancer ensemble. Nous étions dans un système partisan bien avant qui favorisait le clientélisme. Et le fait que nous ayons des micro-partis politiques émiettait nos forces et nos ressources et créait une situation telle que la gouvernance générale, la gestion même de la chose publique est complètement alourdie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'ambiance ou le territoire politique est en train de se clairsemer, ce qui est important par rapport au grand regroupement, ce qui nous permettra d'avancer plus sereinement. La réforme du système partisan, nous obtenons la paix sociale. De la réforme du système partisan, nous obtenons un débat plus sain, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un débat qui tire sur de petits avantages, non, c'est désormais un débat objectif. De la réforme du système partisan, nous obtenons une élection apaisée, et de la réforme du système partisan, nous obtenons un développement visible et palpable. Un développement tant matériel que psychologique, moral et physique. Nos infrastructures s'améliorent sans tambour ni trompette. Nous avons le candidat Riyad Wadaï promet la construction d'un hôpital à Parakou. Le candidat Riyad Wadaï promet la prise en charge immédiate au niveau des premiers secours dans les hôpitaux, avant même les formalités financières. Nous faisons tout ça. Va-t-il maintenir la réforme telle ou il y aura d'autres améliorations? La réforme, terminer sur la question. La réforme n'est pas encore achevée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de construction. Les scories que nous avons eues, nous allons les corriger. Les scories que nous avons eues dans le processus de réforme, parce que tout n'est pas parfait non plus. Nous allons les corriger avec le président Riyad Wadaï. Et nous irons encore plus loin dans la réforme du système partisan, dans la réforme politique, pour que le Bénin devienne définitivement un pays apaisé, tranquille, qui ne vise que le développement des infrastructures
et le développement du Béninois. Allez, Fred Renaud, le système, la réforme du système partisan, qu'en dites-vous et que propose pour les prochaines années votre duo de candidats? Pour nous, une réforme du système partisan qui nous conduit à la diminution de la pluralité démocratique est un échec. Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est plus de pluralité, plus d'équilibre institutionnel. Parce que comment peut-on équilibrer notre démocratie? Notre histoire repose sur la démocratie. Notre label, c'est la démocratie béninoise que nous avons toujours défendue et vendue à l'extérieur de notre pays. La crédibilité repose sur des institutions crédibles. Monsieur Kodor, mon cher professeur, vous aviez été mon professeur de français en 4e. Vous nous aviez fait partager Mansa, Corbusier, Hugo, Voltaire. Qu'est-ce que tous ces personnages avaient en commun? Monsieur Felrono, revenez à l'essentiel. Oui. On n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps, nous avons encore d'autres secteurs à aborder. S'il vous plaît, revenez dans le sujet, voilà, allez-y. C'est mon vis-à-vis, je ne débat pas seulement avec vous, je débat avec mon vis-à-vis. Nous avons encore d'autres Si questions. vous ne voulez pas me laisser parler, souffrez. Allez-y. Laissez-moi parler à mon vis-à-vis. Laissez-moi parler à mon vis-à-vis, s'il vous plaît. Vous nous avez invités pour débattre. Allez-y. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on débatte? Mais dans un cadre donné. Parce que je parlais et il dit, est-ce que vous le laissez dire ça? Allez-y. Professeur. Je vous suis attentivement. Professeur, je vous appelle plusieurs fois. Je n'ai rien dit de mal. Professeur, ce que vous m'avez enseigné en 4e, en 1998, vous m'avez fait lire Voltaire, Hugo, Mansa, Corbusier. Et vous avez dit, qu'est-ce que tous ces personnages avaient en partage? Une seule chose. C'est qu'ils pensent qu'il appartient à l'humanité debout de parachever le monde. Vous l'aviez dit, c'est votre phrase. En défendant la vérité, la justice, l'égalité, la fraternité. Pourquoi 30 ans après, vous voulez m'empêcher ça? Vous voulez me retirer ce que vous m'aviez enseigné il y a 30 ans? Vous ne pourrez pas le faire, professeur. Il y a des réalités dans notre pays qui sont là. La réforme du système partisan avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. Nous allons revoir cette réforme. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît. Revoir le code électoral. Mais si on n'explique pas, on ne peut pas dire à nos concitoyens, on va revoir sans leur expliquer. Vous aurez d'autres cadres pour le dire. On va revoir le code électoral. On va revoir la loi sur les partis politiques dans notre pays. Nous allons revoir ces choses. De la même manière, nous irons plus loin. Ceux qui sont aujourd'hui détenus dans nos prisons, à cause justement de leurs opinions politiques, à cause justement de leur opposition à cette réforme. 45 Voilà minutes nos épuisées. Jacques, Les Béninois connaissent désormais nos engagements. je vous voyais tout à l'heure impatient de réagir par rapport au développement de M. Renaud. On va y aller. Vous avez 2 minutes pour le faire. Merci. Le système partisan, si vous voulez le revoir, arriver au pouvoir, en changeant le code électoral, en changeant toutes les mesures que nous avons prises, libre à vous. Sauf que nous allons retourner à une situation antérieure que nous avions tous déplorée. Parce que c'est ça que j'ai manqué de dire dans mon intervention. Alors, tous les acteurs politiques, en 2013, étaient d'accord que le système partisan tel que nous l'avions au Bénin n'était pas bon. Et je voudrais rappeler qu'à son discours d'investiture, lorsqu'il a été réélu en 2011, le président Boni Yayi a fait un réquisitoire du système partisan dans son discours d'investiture à Porto Novo. Ça, c'est des textes que nous pouvons relire. Mais il a décrit comment ce système était mauvais pour notre pays. Et il y a eu des réunions plus tard, en 2013 également. Il y a eu une réunion où il fallait faire, d'où l'idée de fondation ou de refondation que le président Yayi Boni a tenté de faire de bonne foi. Et il faut reconnaître à chaque dirigeant ses vertus. Il a tenté de le faire, mais les acteurs politiques ne le lui ont pas permis. C'est dire que nous tous, nous étions d'accord. En 2019, en 2020, l'Assemblée, tous les acteurs politiques à l'Assemblée nationale, en 2019, se sont rassemblés pour dire nous ne pouvons pas Les continuer 2 minutes comme ça. sont épuisées. C'est dire. Allez, nous allons passer au domaine social. Absolument, on va aller dans le domaine social et voir ce que vos deux candidats proposent pour nos concitoyens. Jacques Kodjo, votre candidat porte la vision plus loin ensemble. Dans cette vision, qu'est-ce qu'il propose pour le secteur social? Les propositions sont très claires et très catégorisées. Alors, nous avons des solutions
D'abord, dans le domaine de la prise en charge sanitaire de nos citoyens, nous allons faire en sorte que chaque citoyen ait un carnet sanitaire, un carnet électronique sanitaire qui lui permette d'avancer. Ensuite, nous avons une prise en charge plus accrue et plus dédiée aux personnes handicapées. Et selon le handicap, comment aller plus loin que ce qui est en train d'être fait, les personnes handicapées. Mon candidat, le président Romuald Wadayi, a dit que son premier cheval de bataille va être la lutte contre l'extrême pauvreté. Donner la main à nos concitoyens de façon sociale, que l'État vienne en aide aux citoyens pour que les citoyens puissent s'élever. Ce n'est pas une aide qu'on va apporter comme une assistance permanente. Non, on conçoit aujourd'hui l'aide sociale comme étant un système que nous mettons en place pour permettre à l'individu de grandir, de s'épanouir et d'être responsable. Parce que le système d'assistanat réduit l'individu et clochardise l'individu. Donc, nous mettons en place aujourd'hui en matière, il y a beaucoup de projets en cours, Bessoké, tout cela, mais nous irons encore plus loin, nous fournirons plus d'assistance. Vous avez vu que ces jours-ci, le microcrédit à l'AFIA est passé de 100 000 francs à 200 000 francs, simplement pour permettre que nos couches les plus vulnérables puissent avancer. Nous y reviendrons quand nous parlerons d'éducation, parce qu'il y a des formations dédiées aux personnes déscolarisées, des formations dédiées aux personnes handicapées, pour que chacun de nous puisse avoir les armes d'avancer socialement. Voilà ce que propose le candidat Romuald Wadayi. Et c'est grâce aux économies que nous aurons fait dans une meilleure gestion des ressources étatiques que nous pourrions aider nos concitoyens à avancer. Mais le président Romuald Wadayi a une haine viscérale contre l'extrême pauvreté. Merci. Il souhaite que cela soit détruit de notre pays. Fred Rouenou, la vision de votre duo, c'est rebâtir ensemble la fierté nationale. Quelle est la vision sociale globale portée par votre duo? Le social, améliorer les conditions de vie. Le social est au cœur de notre projet de société. Il est transversal, notre projet de société. Ça commence d'abord par l'éducation. Pour nous, il n'y a pas de développement possible sans une éducation performante. La première des choses, c'est que désormais, l'enseignement maternel et primaire sera entièrement gratuit. Je précise entièrement parce que je ne veux pas que nous confondions gratuité des frais de scolarité à la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement, elle sera complètement gratuite depuis les frais de scolarité, les fournitures, les kakis pour tous les enfants du Bénin, qu'ils soient en maternelle ou au primaire, au public. Première des choses. Deuxième chose, nous avons eu le sentiment que l'austérité de ces 10 dernières années a fini par précariser la fonction enseignante. Nous voudrions systématiquement reverser les enseignants qui sont déclarés AME dans notre pays. Nous voulons les reverser dans la fonction publique parce que nous pensons qu'on ne peut pas construire une école solide avec des enseignants précaires. L'autre chose, c'est que nous voudrions réformer l'université nationale. Réformer notre université. Parce que l'élite de notre pays se forme à partir de nos universités. Or, ces dernières années, nous avons eu la violation des franchises universitaires, la nomination en permanence des doyens et des vice-doyens qui empêchent l'épanouissement de nos étudiants. Sur le plan de la santé, nous voudrions réformer la santé béninoise à travers la construction d'hôpitaux de proximité qui permettent à nos concitoyens de se soigner à moindre coût, à coût réduit, dès que la maladie est à peine déclarée et qu'elle n'a pas encore pris le dessus. Parce que la santé au Bénin est tellement chère et coûteuse pour le concitoyen qu'il préfère aller se soigner par des méthodes pas très commodes qui font qu'il y a de plus en plus de malades dans notre société. Ensuite, parce que pour nous, la santé des Béninois ne doit pas être un cadre d'expérimentation. J'ai entendu parler de programmes de santé
sur la présentation de cartes, il ne faut pas qu'on arrive à privilégier la santé de certains d'entre nous. Nous proposons que la santé soit accessible pour tous, à moins de coût que chaque Béninois, où qu'il se trouve, puisse avoir la possibilité d'aller dans un hôpital de proximité et de se faire soigner. L'autre chose, c'est mettre l'accent sur la sécurité alimentaire de nos compatriotes, de nos concitoyens. De plus en plus de Béninois ont des difficultés à prendre 3 repas conséquents par jour dans notre pays, dans nos sociétés, même dans nos grandes agglomérations. Je ne parle même pas de nos zones rurales. Aujourd'hui, nous voudrons subventionner les produits de première nécessité. Nous voudrions une agriculture qui soit plus développée. Nous voudrons produire suffisamment et nous allons faire revenir, puisque mon vis-à-vis a cité tout le temps le président Boni Yahi dans ses interventions, je vois qu'il est un admirateur de ce qu'il a été, et donc nous voudrions faire ramener ce que fut l'ONASA pour nous constituer des réserves, parce qu'on a vu ces dernières années le gouvernement se mettre en difficulté lorsque les denrées de première nécessité flambent, et il faut organiser des tournées gouvernementales pour expliquer pourquoi est-ce que les produits deviennent chers chez nous, alors qu'il aurait suffi de garder l'ONASA en place, si on avait constaté qu'il y a eu des difficultés, de l'améliorer pour que nous ayons des stocks ponctuels en cas de difficulté. Parce que oui, c'est vrai, nous sommes dans un monde en rupture où tout ne dépend pas de nous. Il suffit d'une guerre en Ukraine, d'une guerre en Iran, pour que nous ayons des difficultés d'approvisionnement. Mais nous voulons faire de notre pays un pays qui soit autosuffisant alimentairement, parce que nous avons la capacité de produire et de faire des réserves. Alors tout cela, comment ça va impacter concrètement le social? Mais quand nous déclarons que l'enseignement sera gratuit, ça impacte la bourse des parents. Aujourd'hui, on nous dit que l'enseignement est gratuit, mais on continue encore de prendre de l'argent, de prendre 500, de prendre 1000 francs chez les parents d'élèves. On continue alors de leur dire envoyez telle chose pour les photocopies, envoyez telle chose pour le matériel, même dans nos écoles publiques. Donc avec vous, les parents n'auront plus rien à payer. N'auront plus rien à payer. Les photocopies des n'auront enfants. Plus rien de la maternelle à l'école primaire, l'État prendra ça en charge exclusivement. Parce que c'est une question de souveraineté et de dignité. Nous voudrons que, et elle sera obligatoire pour tous les enfants du Bénin. Parce que nous voulons que, pour nous, l'école, c'est savoir lire, écrire et compter. Nous voudrons que chaque fils et chaque fille du Bénin sache lire, écrire et compter, parce que nous voulons que demain, soit que nous puissions maîtriser demain. Pour la santé. Oui. La santé. Vous en avez parlé. Imaginez, aujourd'hui, l'État a cessé de prendre en charge les dialysés, qui sont des maladies qui coûtent cher à nos concitoyens. Chaque vie est sacrée et doit être protégée. L'engagement de notre candidat, le président Paul Hongpei de son colistier, est clair. Nous prendrons en charge les maladies. On retourne la parole à Richard Kodjo, qui a sans doute encore des choses à développer au plan social. Oui. Ah, mais je croyais qu'il avait fini. Oui. Monsieur Felkoulou, vous avez le temps de votre parole. Allez-y. Le candidat Romia Douadaï prévoit que nous ayons un catalogue des interventions sociales, un catalogue clair auquel chaque concitoyen aura le droit de souscrire pour. Mais l'autre proposition intéressante, c'est la contribution du secteur privé à la protection sociale. C'est-à-dire que le domaine de la protection sociale est facilement dédié à l'État. Or, on a remarqué que dans d'autres États plus avancés que nous, le secteur privé est associé à la protection de l'État. C'est vrai que l'État, en tant qu'entité, n'a pas une intervention efficace partout à la fois. C'est le moment de susciter parmi les gens du secteur privé qui viennent dans le secteur de la protection sociale pour que chacun de nous puisse mieux se sentir dans sa peau. Donc voilà quelques propositions du candidat. Le domaine éducation, vous permettez qu'on évolue? Oui, alors dans le domaine de l'éducation. Vous prenez déjà le... Oui, parce que M. Konou a déjà évoqué quelques aspects du domaine de l'éducation. Tout le temps parler d'éducation. Alors, il en parle maintenant plus précisément et on passe à vous après. Merci. D'accord. Alors, dans le domaine... Vous avez des inquiétudes, M. Felkoulou? Non, je suis très serein. Je ne suis pas inquiet à autre mesure. Voilà. Dans le domaine de l'éducation, le candidat Romia Douadaï ambitionne
la transformation du système éducatif. Et alors, il est inutile de rappeler à nos téléspectateurs que notre système éducatif est un système tributaire de la colonisation. Et donc, ce système a eu des axes qui nous ont poussés à avoir un système éducatif lié au mimétisme et qui, du reste, a produit des fruits comme moi-même, qui ne cherchons qu'à parler français et à parler français aussi bien que le français. Et au-delà de ça, c'est-à-dire savoir parler français, oui, qu'est-ce que ça donne? Donc, il y a un vaste projet de transformation du système éducatif. Un système éducatif tourné vers la production. Un système éducatif tourné vers le développement. Non pas qu'on veuille effacer tout ce qui s'est fait jusque-là. Non, nous tirons de ce qui se fait jusque-là, mais nous créons un système éducatif qui forme le Béninois à l'idée de créer, plutôt que le système actuel qui forme le Béninois à l'idée de consommer et d'imiter. Comment vous allez transformer cette idée-là C'est en agissant sur les curricula. C'est en agissant sur les curricula. C'est en agissant sur les formateurs. Parce que quand vous avez des formateurs qui sont tournés vers l'autre camp, il faut agir sur eux pour qu'ils reviennent, pour que nous ayons de nouveaux formateurs qui puissent orienter le système éducatif vers le développement. Alors, votre candidat parle également des lycées techniques pour former des enfants de type nouveau. Il faut miser sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Dans ce domaine précis, qu'est-ce qu'on doit retenir? Il y a la construction. Il y a la construction des infrastructures. Parce que les infrastructures en matière technique et en matière professionnelle sont très lourdes. Donc, il y a en vue la construction de plusieurs infrastructures dans le domaine des lycées techniques. Je pense qu'on a prévu 13 pendant les 7 prochaines années. Lycées professionnels, on en a prévu 17 pendant les 7 prochaines années. Donc, la construction des infrastructures. La formation des formateurs. Aujourd'hui, nous avons la chance, c'est-à-dire le président Rumia Douadaï, de bénéficier d'une première vague de formateurs qui est allé se faire former pour former en matière professionnelle et dans la formation technique. Parce que c'était important d'aller faire former les formateurs qui viendront rendre cette formation-là plus populaire. Je pense qu'il y a eu 2 vagues de 200 enseignants qui sont allés apprendre ce qu'il faut apprendre, qui sont revenus avec les projets, parce que pour construire une école professionnelle et technique moderne, aujourd'hui, il y a des schémas et tout pour que nous puissions être au diapason. Parce que vous et moi, chacun de nous ici, autour de ce plateau, nous nous inquiétons, nous nous plaignons d'un plombier qui n'a pas bien serré la vis, d'un carreleur qui n'a pas bien respecté les écarts ou qui n'a pas bien posé les plaintes. Ces choses-là, nous allons les diversifier aujourd'hui et faire en sorte que cette formation soit au top. Ensuite, nous allons rendre gratuite l'éducation pour toutes les filles au secondaire. Parce qu'aujourd'hui, les filles, c'est gratuit pour les filles jusqu'en classe de 3e. Il faut permettre que cela puisse aller jusqu'en classe de terminale. C'est une mesure sociale. Parce que toutes les luttes que nous faisons pour le respect des droits des femmes et tout le reste, ces luttes-là vont s'affermir lorsque nous aurons des femmes plus formées, lorsque nous aurons des femmes plus éduquées. D'accord. Et donc, ensuite, au niveau universitaire, pour terminer, l'offre universitaire va s'affiner et va s'affiner autour des nouvelles technologies. C'est pour ça que nous allons créer des pôles de Semen City dans chaque région. Je vous rappelle simplement que le candidat Rumia Douadaï veut créer le développement autour de 6 régions dans notre pays, et les 6 régions qui correspondent aux anciens départements. Donc, on aura des répliques de Semen City
au niveau de chaque région au moins, où la technologie sera la chose la mieux partagée, avec la construction de l'université, de la grande université technologique de Sénégal. Je voudrais préciser que M. Kodio a fait 6 minutes. Oui. On aura ce temps qu'on va accorder à M. Kwenou. Peut-être un peu plus pour vider en même temps une question. Nous avons entendu votre candidat au code de meeting faire une promesse à l'endroit des AME. Bien entendu. Les AME, alors, on diabolise un peu cette expression, je ne sais même pas pourquoi. Et M. Kwenou a rappelé tout à l'heure que dans une vie pas très lointaine, j'étais enseignant. Donc, quand on dit AME, ça n'a rien d'avilissant, mais je pense que c'est ceux qui les regardent de loin qui leur donnent l'impression que l'expression est avilissante. Aujourd'hui, en tant qu'AME, ils ont un salaire 12 mois sur 12. Aujourd'hui, en tant qu'AME, ils ont une prise en charge comme un agent de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'ils tombent malades, eux et leur famille, ils sont pris en charge par l'État. Maintenant, ils n'ont pas encore le titre d'agent de l'État parce que simplement la catégorie dans laquelle ils sont ne correspond à aucune catégorie dans les professions de l'État. Dans l'État et chez l'État, par exemple dans l'enseignement, nous avons professeur certifié. Nous avons professeur adjoint au secondaire. Au primaire, nous avons instituteur. Et nous avons instituteur adjoint. Ça correspond à quelque chose. Les AME ne rentrent pas forcément dans ce critère. Mais qui va les enlever de cette situation de précarité? Le candidat Romuald Wadaï a dit et a promis que leur situation allait se régulariser. Et ça va se régulariser, et ça, je voudrais insister là-dessus, parce que nous, on ne fait pas de promesses démagogiques. Nous, on fait des promesses mesurables. Ça va se faire progressivement, simplement parce que la masse, le nombre qu'ils font aujourd'hui, on ne peut pas les reverser ensemble et tout de suite. L'État, c'est une progression. Le duo Rumper-Ouanou voit d'un très mauvais œil l'appellation AME, alors que le duo Wadaï Talata a mis sur cette catégorie d'enseignants pour relever les défis du secteur avec une assurance d'amélioration de leurs conditions de vie. Sur la question des AME, avant de développer les autres aspects que vous proposez au niveau donc de votre du duo Ouanou, Rumper-Ouanou, sur la question des AME, pourquoi ça vous gêne autant? Je pense que ce qui est extrêmement frustrant, c'est de voir le déni du réel, du régime en place et de notre vis-à-vis. Parce que ces AME, ils ont 18 heures de cours. Comme les professeurs certifiés, comme les autres enseignants qui ne rentrent dans aucune catégorie. Au dit de notre vis-à-vis. Ils donnent les mêmes cours. Ils vont sur le même marché. Ils louent des appartements. Ils doivent payer le loyer, ils doivent payer l'électricité. Ils ont une famille à nourrir et à entretenir. Et l'État leur a fait des promesses. Les promesses ne datent pas d'aujourd'hui. On leur a fait des promesses. Le même ministre des Finances aujourd'hui, candidat, leur a fait des promesses. Pour finir par s'entendre dire que le reversement ne veut rien dire. Mais le reversement veut tout dire. Veut dire une sécurité financière tout au long d'une carrière. Veut dire des salaires améliorés qui leur permettent de faire face aux dépenses de leur existence. Et vous le proposez quoi? Nous, une seule proposition. Reversement systématique des AME dans la fonction publique. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Vous avez évalué l'incidence. Nous avons évalué l'incidence de l'État. Et nous avons les ressources pour le faire. D'accord. Les ressources sont disponibles. Notre pays n'a pas un problème de ressources. Il a un problème d'orientation des ressources. Est-ce que vous avez d'autres propositions pour le secteur éducatif? Oui. Gratuité de l'enseignement pour les filles et les garçons, maternelle et primaire. Et je l'ai dit plus tôt, gratuité totale. Pas une gratuité partielle. Gratuité totale. Mettre l'accent sur la lecture, l'écriture et savoir compter. Parce que nous voudrons faire de ce socle le développement de notre pays. Ensuite, la construction d'infrastructures scolaires. Ces 10 dernières années, nous n'en avions pratiquement pas eu. Que ce soit au niveau de l'enseignement maternel et primaire,
que ce soit au niveau de l'enseignement secondaire, que ce soit au niveau de l'enseignement technique, où des promesses fermes ont été tenues par le chef de l'État au début de son second mandat. Et à la fin, nous n'avons pas vu les lycées techniques jusqu'à présent. À l'université, comment est-ce que nous savons que notre population à scolariser augmente d'année en année, mais nous n'avons pas été capables en 10 ans de construire une seule salle de classe. Qu'est-ce que vous allez faire en 7 ans? Nous allons multiplier la construction des salles de classe, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, multiplier la construction des amphithéâtres, recruter des enseignants à l'université, mettre l'accent sur l'innovation. Nous ne voulons pas construire des CMS-City au niveau de 6 pôles. Nous voulons délocaliser aujourd'hui des entreprises pour venir directement sur nos universités. Pour que le recrutement se fasse directement dès l'université. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Parce que la question du chômage devient endémique dans notre pays. On ne peut pas continuer d'être aveuglé comme cela. Donc voilà nos propositions sur le plan de l'éducation. Merci. Allez, économie. Et là, c'est le en tout deux questions. En deux questions. Monsieur Kodjo, c'est sûr que vous serez plus à l'aise dans ce domaine. Votre candidat, il est financier, il est économiste, il a gardé le portefeuille de l'économie et des finances pendant 10 ans. La vision économique globale portée par votre candidat pour le Bénin à l'horizon des prochaines années. Plus loin ensemble. Plus loin ensemble dans tous les domaines qui peuvent contribuer à l'économie. On va pas rappeler ici les ressources que nous sommes capables de mobiliser. Ça, c'est bon. On a validé qu'on savait mobiliser les ressources. Et donc, il n'est pas inutile de rappeler qu'on a eu la table ronde de Paris au Bénin ici pour le financement du développement au Bénin. À l'époque, on avait obtenu autour de 3 000 milliards de nos partenaires, de nos amis. Et nous pensions que c'était le jackpot. Aujourd'hui, le budget général de l'État fait 3 000 milliards, tranquillement. C'est dire qu'on est passé d'une époque de la nuit à une époque de la lumière. On ne revient pas là-dessus. Mais ce que nous faisons aujourd'hui pour consolider, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine et dans tous ces domaines, la promotion du secteur privé. Et si vous voulez, de façon très rapide, nous allons prendre domaine par domaine. L'industrialisation. L'industrialisation aujourd'hui est une étape fondamentale. La transformation de nos matières premières à tous les niveaux doit être vulgarisée, doit être popularisée. Et donc, nous avons un modèle qui est Vous voulez parler de Glodjigbe? De Glodjigbe, mais ce modèle doit être un modèle qui va être reproduit partout. De sorte que l'industrialisation va devenir la chose la plus utile. Et les industries, parallèlement, vont consommer le personnel qu'il y a. Et l'enfant béninois qui sort de la nouvelle école, l'école moderne, qui lui a appris à créer, l'enfant béninois ne rêvera plus de devenir fonctionnaire de l'État. Il faut que l'enfant béninois ne rêve plus de devenir fonctionnaire de l'État, que l'enfant béninois rêve de produire lui-même, et donc qu'il aille dans une industrialisation complète. Alors quand je parle de l'industrialisation, je parle également de l'agriculture. C'est un domaine économique, l'agriculture. Et si vous avez bien suivi le président Romia Douadaï, il dit l'agriculteur béninois doit passer de l'étape d'aujourd'hui à une étape supérieure. L'État va mettre à la disposition de l'agriculteur béninois le dispositif qu'il faut en termes d'accompagnement, d'intrants, de matériel, pour que la production aujourd'hui soit triplée, quintuplée. De sorte que on laisse à l'agriculteur béninois sa production habituelle, mais l'État prend le surplus, va vendre et constitue un fonds de retraite pour l'agriculteur béninois. Ça rentre dans les mesures sociales que nous n'avions pas évoquées plus haut. Mais ça nous donne une agriculture plus large qui doit avoir à côté une industrie plus développée. Secteur touristique. Le secteur touristique, ce n'est plus approuvé aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons des activités touristiques qui brassent beaucoup d'argent.
il va falloir que nous multiplions. Le candidat Roumia Douadaï veut créer, par exemple, la zone touristique de Maro, de Waro. Ensuite, le candidat Roumia Douadaï veut créer une ville ou un village touristique dans chaque région. De sorte que ce que Ouida représente aujourd'hui pour le Bénin soit divulgué au niveau de chaque région pour que nous puissions avoir... Parce que le tourisme, c'est un secteur qui consomme également énormément de personnel en termes de guides touristiques, en termes de maquis, en termes de logement, en termes de sécurisation. Encore une minute. Et tout le reste. Ensuite, le secteur artisanal, au niveau des artisans, nous allons développer l'artisanat béninois. L'artisanat béninois qui consomme énormément de béninois, aujourd'hui, avoir un artisanat plus raffiné. Et pour finir, le secteur artistique. Avoir un secteur artistique plus élevé. Nos compatriotes ont beaucoup d'idées. Nos compatriotes sont des génies. Il faut que l'État crée le cadre pour que l'artiste béninois ne pense plus à ce qu'il va manger, ne pense plus à la maladie de son enfant ou de son épouse, mais que l'artiste béninois se consacre entièrement à son art et puisse vivre de son art. Voilà tout cela que nous mettons ensemble au niveau de la technologie, et il y a la technologie au cœur de toutes ces propositions pour que nous puissions aller de l'avant. En quoi votre projet économique se distingue-t-il clairement de celui de votre adversaire? Ce que nous proposons, face au taux de chômage grandissant, face au développement de l'informel, face aux difficultés que nos concitoyens rencontrent, c'est de revoir toute notre stratégie économique parce que notre stratégie actuelle n'a pas produit ses effets. Nous avons une croissance de 7%, mais une croissance virtuelle qui ne nous a pas donné, qui n'a pas donné l'emploi, qui n'a pas donné l'augmentation du pouvoir d'achat à nos compatriotes, une croissance qui ne nous a pas permis de sortir la classe moyenne des difficultés. Au contraire, elle s'enfonce de jour en jour. Alors notre première solution, c'est quoi? C'est la réduction des déficits publics. Nous sommes actuellement à 2,9 de déficit public. Ramener au bout de 2 ans notre déficit à 1,4. Cela va nous amener à réduire notre dette publique qui est déjà de 52% de notre PIB et qui est détenue, tenez-vous tranquille, à 70% par des capitaux étrangers. Dans le monde instable économiquement dans lequel nous sommes, il suffit d'une crise financière en Occident ou en Orient aujourd'hui pour que les taux d'intérêt remontent et nous allons commencer par stagner, nous serons à genoux devant les fonds de pension étrangers. Cela veut dire que notre économie ne nous appartient pas. Notre croissance de 7% est soutenue par notre endettement, par la multiplication des taxes et des impôts. Donc nous allons réduire les taxes sur les ménages, sur les entreprises, sur les impôts et sur la classe moyenne. Ces gens qui ne sont ni riches ni pauvres, mais qui portent l'essentiel de l'effort fiscal sur leurs épaules. De manière à permettre, il a dit, nous sommes d'accord, le génie du peuple béninois n'est pas mort. C'est le système qu'il faut changer. C'est le système fiscal mis en place que nous voulons changer. Et à cela, nous voulons ajouter maintenant une agriculture de développement. Ces derniers temps, on a constaté que nos agriculteurs ont été utilisés comme des variables d'ajustement structurel, économique dans notre pays. L'État décide de tout. Le paysan béninois travaille pratiquement 18 heures par jour et est incapable de se payer un salaire de 100 000 francs à la fin du mois. Donc, une agriculture plus développée. L'industrie, oui, nous voulons industrialiser. Mais comment créer tout ça dans un environnement économiquement hostile? Réduction des taxes, réduction des impôts, création d'un système qui permette aujourd'hui le financement interne. C'est comme ça que nous voulons relancer l'économie béninoise. Merci, Monsieur Fred Prénom. Nous sommes au thème de cette émission. Nous vous remercions pour votre participation. Votre mot de fin en 30 secondes rigoureusement. Juste après, d'autres programmes vont se dérouler. Je voudrais dire à nos compatriotes que le projet que nous leur proposons, c'est de rebâtir ensemble la fierté béninoise. Ce projet est fondé sur un seul constat: le Bénin peut mieux faire que ces 10 dernières années. C'est un choc de liberté que nous voulons proposer à nos compatriotes,
Parce que nous pensons que si toutes les révolutions du monde ont échoué, c'est parce qu'il se trouvait des hommes qui leur disaient « Nous voulons construire votre avenir. Nous voulons donner la liberté à chaque Béninois de s'en sortir. Merci, Fred. Nous voulons nous extraire de la dette qui nous étouffe. » Jacques-Richard Kodjo. Merci. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Et je voudrais dire à chaque Béninois et à chaque Béninoise, où que vous vous trouvez, sachez que les paradigmes politiques ont changé dans notre pays. Ne faisons plus des promesses à la légère. Nous disons ce que nous pouvons faire. Et celui qui peut nous aider à faire ce qu'il dit, c'est Romuald Wadaye. Ce n'est pas un autre. Parce que pendant 10 ans, il a fait aux côtés du président Patrice Talon ce qu'il a dit qu'il allait faire. Jacques Kodjo, il est membre du parti UPR, représentant de la mouvance du duo Wadaye-Talata, et Fred Huenou, membre du parti Foskori pour un Bénin émergent, de l'opposition représentant le duo Ronkwe-Rouanon. Sur cette émission de duel présidentiel, eh bien, nous avons comparé les projets de société, les idées, la vision pour un seul pays, le Bénin. Eric Guédenon m'a accompagné sur cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les réalisateurs et merci à vous, chers téléspectateurs, pour la confiance que vous nous faites chaque jour. À bientôt. Au revoir.